Reprise du débat. Le député d'Edmonton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je vais partager mon temps de parole avec mon remarquable collègue de Caribou-Prince-Georges. Je suis fière de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-83 qui modifie la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Encore une fois, les libéraux accorde la préférence aux criminels plutôt qu'aux victimes ou qui que ce soit d'autres. C'est un peu la même chose qu'avec le C-71, C-75 ou tous ces autres projets de loi. Nous avons tous entendu parler du cas horrible d'Ashley Smith et de sa mort qui n'aurait jamais dû se produire au sein de notre système carcéral et le système doit prendre des mesures pour que ces situations ne se reproduisent pas, mais il devrait réfléchir plus longuement à ce qu'il fait en matière d'isolement. Oui, les fouilles corporelles empêchent l'entrée de drogue dans les prisons, mais elles ne devraient pas être limitées comme elles le sont à l'heure actuelle. En outre, il y a des éléments de ce projet de loi qui auront une incidence directe sur les agents correctionnels. Encore une fois, le gouvernement veut faciliter la vie des criminels. Parlons donc de la réalité, soit l'usage le plus courant de l'isolement. Les délinquants qui commettent les pires crimes ne sont pas ceux qui sont isolés, ce sont souvent les victimes qui le sont. L'isolement est souvent utilisé pour garantir la sécurité du détenu ciblé et souvent parce que le détenu qui est victime d'attaque ne veut pas dénoncer les coupables. Ça signifie que le détenu mis en isolement doit un jour retourner dans un établissement, dans une autre région. Plus rarement, l'isolement est une sanction disciplinaire. Donc, dans les faits, pour les détenus, l'isolement est considéré comme un répit. Dans un reportage de la CBC, un représentant du syndicat des agents correctionnels de l'Ontario a indiqué que l'isolement n'a pas d'effet dissuasif puisque la majorité du temps que les détenus passent en isolement a été coupé de moitié ou réduit de moitié et que les privilèges ont été accrus. Bon, là, il s'agit du système provincial, mais il y a une corrélation avec le système fédéral. Ça signifie que les plus dangereux restent dans la population carcérale régulière. Un agent a dit, alors qu'auparavant, les délinquants les plus violents étaient ailleurs, ils sont maintenant avec le reste des autres détenus et ils peuvent donc commettre toutes sortes d'infractions, notamment à l'égard des agents correctionnels. Un autre a affirmé que les détenus s'en tiraient à bon compte bien plus souvent qu'auparavant et que cela mène à une croissance de la violence. Comme je viens de l'indiquer, le temps en isolement a été réduit de moitié et l'augmentation des privilèges fait que l'isolement n'a pas d'effet dissuasif comme auparavant. Les détenus savent que les agents correctionnels recourent moins souvent à cet outil pour maintenir l'ordre et pour garantir la sécurité de tous. Dans un reportage de la CBC de l'an dernier, on indique que les limites strictes imposées à l'isolement ont mené à une augmentation importante des voies de fait chez les détenus de 2012 à 2015. Le nombre d'incidents impliquant des détenus ayant quitté l'isolement ont augmenté de 244 ou sont passés de 244 à 321. Jason Godin, le président de l'Union, ou plutôt du syndicat des agents correctionnels, a indiqué que les politiques restrictives qui ont été imposées en matière d'isolement ne font que déplacer le problème de violence. La création des unités d'intervention structurées ne fait pas de distinction entre le comportement qui a mené à l'isolement.
Si on permet des contacts humains significatifs, les agents correctionnels devront exercer une surveillance accrue, mais il n'y a pas de fonds supplémentaires prévus pour cela. Chaque fois que quelqu'un est isolé ou sort de l'isolement pour ces 4 heures en dehors de sa cellule, il faut une surveillance. Encore une fois, ça signifie qu'il faut plus de ressources. Le plan de dépenses ministérielles indique pourtant que au cours des 4 prochaines années, les fonds baisseront de 8%. Je suis sûre que mes collègues d'en face n'ont pas lu ce plan, car on prévoit aussi une baisse du nombre d'agents correctionnels au cours des prochaines années, mais la charge de travail, elle va augmenter. Les agents auront un outil de moins pour lutter contre la violence. Les agents correctionnels font face à toutes sortes de défis. Ces agents correctionnels, même s'ils ont choisi ce poste, ce travail, vivent ou travaillent dans une prison, ne l'oublions pas. Selon des statistiques du syndicat des agents correctionnels, de 60 à 65% des agents correctionnels signalent que leur travail a une incidence négative sur leur vie. Dans l'ensemble, de 70 à 75% ont indiqué que les exigences du point de vue psychologique ont augmenté au cours des 5 dernières années et près de 55% des agents ayant 25 ans de service signalent que les conditions de travail se sont grandement aggravées ou ont beaucoup empiré au cours des 10 dernières années. On ne peut faire fi de cette situation. Si on le fait, cela nuira autant aux agents correctionnels qu'au public de façon générale par l'entremise du service correctionnel. Le service correctionnel est l'un des principaux ministères ayant été aux prises avec le fiasco du système Phoenix. 85% de tous les employés ont subi une forme de problème avec Phoenix. Le Conseil du Trésor est au courant de ce problème particulier, mais a décidé de ne pas en tenir compte, tout comme le président du Conseil du Trésor a fait fi du rapport Gardner qui lui conseillait de ne pas mettre en place le système Phoenix. Le président du syndicat des agents correctionnels, ou plutôt le président du Conseil du Trésor, a considéré que ses fonctions exigeaient de lui qu'il bloque l'octroi d'un contrat au chantier Davy, mais il n'a pas jugé bon de s'occuper des problèmes de Phoenix. Parlons maintenant des priorités du gouvernement. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, les gouvernements semblent privilégier les criminels. Dans le budget des 2 dernières années, on a prévu des sommes pour la santé mentale des membres de la GRC. On a prévu la même somme pour les détenus fédéraux qui sont beaucoup moins nombreux. Alors, les membres de la GRC, ceux qui mettent leur vie en danger pour lutter contre le crime, ont droit à 1100 $, alors que les détenus ont droit à 1400 $. Dans la lettre de mandat du ministre, il y a 52 mots sur les employés du service correctionnel et plus de 200 sur les détenus. Alors, les priorités du gouvernement sont claires. Plus d'argent pour les criminels, moins pour la GRC, plus et moins pour les agents correctionnels. Le gouvernement devrait peut-être réfléchir un peu à ses priorités. Question et observation. Le député de Glengarry Prescott Russell. Je remercie le député de son